Je voudrais maintenant passer à la deuxième partie, qui est l'approche française du mondial. C'est-à-dire qu'il y a, à travers cette quête du mondial, quelque chose aussi peut-être qui appartient à cette approche française que je vous propose aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de cocorico là-dedans. D'ailleurs, vous savez, l'approche française de l'international et du mondial, elle est tellement petite, tellement faible, tellement fluette, à côté des gros bataillons des internationalistes britanniques ou américains qu'on ose à peine la présenter. Mais il y a quand même une sensibilité à laquelle je vous propose de venir maintenant. Cette partie du cours sur peut-on parler d'une approche française du mondial qui va mettre en scène ce mondial face à l'international. Je l'offre d'abord aux étudiants non français de cet amphi et qui viennent étudier en France pour qu'ils voient quelle est notre vision un peu particulière, différente de l'international et du mondial. Et puis je l'offre aux Français qui généralement ne savent pas ce que c'est que l'approche française. Alors, ce que je voudrais vous exposer à propos de la France face à l'international, c'est d'abord un contexte politique très particulier, très différent de celui de nos amis britanniques ou américains, et un contexte intellectuel aussi très particulier. Contexte politique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce que je vais dire là ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est surtout pas mon rôle de faire plaisir à tout le monde. Si vous voulez comprendre le rapport qu'il y a entre la France et l'international, il faut comprendre que notre pays a subi en un siècle, en moins d'un siècle, 3 fois la défaite, contrairement à nos voisins britanniques et nos partenaires américains. La France a été battue en 1871 par son voisin l'Allemagne. Et cette défaite a été tellement structurante qu'il en est résulté 2 choses, la création de la Troisième République et la création de Sciences Po. C'est grâce à la défaite que vous êtes là, ne l'oubliez pas. La France, plus grave, a été battue en 1940. Je dis plus grave, parce que le traumatisme a été tel que la plupart des Français ne savent pas qu'ils font partie des vaincus de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu tout le génie du général de Gaulle pour donner l'illusion que la France était dans le camp des vainqueurs. Et la France a été battue une 3e fois, peut-être de façon encore plus vertigineuse, dans les guerres coloniales, en 1954 à Dien Bien Phu, par une armée beaucoup plus petite que soi, et en 1960 en Algérie, là où elle avait remporté une victoire militaire et où elle a subi une défaite politique. À quelque chose, malheur est toujours bon. Cette expérience de la défaite que nous avons eue plus et avant nos partenaires occidentaux nous a amenés dans notre imaginaire français à relativiser la puissance beaucoup plus que nos partenaires anglo-saxons. La critique de la puissance part bien de notre expérience française de la défaite. Nul autre qu'un Français, soldat, diplomate ou politicien, peut comprendre à quel point la puissance ne suffit pas pour être gagnant. Et ça, si vous le permettez, ça sera l'un des refrains de ce cours. Comme dit l'autre, l'impuissance de la puissance. L'autre élément de notre histoire politique, c'est bien entendu notre passé colonial, qui, en même temps, nous a appris une forme de domination qui est aujourd'hui dénoncée, et avec raison, dans tous ses excès, ses abus et ses outrances, mais qui a été aussi un moment pour la société française de connaître des sociétés relevant d'autres cultures et d'apprendre d'elles, et d'avoir notamment dans notre regard de l'international une intelligence anthropologique que peut-être nos partenaires américains n'ont pas. Savoir que le monde de l'islam est un monde qui est porteur de sa culture, qui ne saurait être réductible à l'histoire constitutionnelle américaine ou française. Je fais référence là à ce général américain
le général Jay Gardner, premier gouverneur de l'Irak occupé en 2003 et qui croyait pouvoir importer une constitution made in USA en Irak. Ce détour, comme dit le grand anthropologue français Ballandier, par la culture de l'autre, c'est peut-être une force de notre analyse de l'international, et je vous propose ainsi de rehausser le paramètre anthropologique tout en haut de notre affiche académique. Ça, c'est pour le contexte politique. Défaite et universalité. Il y a maintenant un contexte plus important, peut-être, en tous les cas sur le plan scientifique, qui est le contexte intellectuel. La France, il faut que vous compreniez ça, n'a jamais eu à proprement parler d'école de sciences politiques de l'international. La France s'est illustrée en international dans 3 domaines. L'histoire, le droit et la sociologie. L'histoire des relations internationales, nous la devons à 2 grands professeurs décédés qui ont joué un rôle très important dans cette maison, Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel, qui sont respectés comme étant, dans le monde, à l'origine de cette discipline que constitue l'histoire des relations internationales. Et donc, l'autre engagement que je vous propose pour notre lecture du mondial, c'est que derrière tout ce qui est mondial, il y a une histoire qu'il faudra débusquer, comprendre, interpréter. Cette pensée historique de l'international est une autre marque de l'approche française. Troisième caractéristique, cette importance du droit international. La France se distingue aussi par de grands juristes internationaux. Je voudrais en particulier nommer Georges Sell et de son fameux précis du droit des gens qui date de 1931. Ce n'est pas récent, mais à une période justement éminemment fondatrice, période dans laquelle Georges Sell nous disait « Attention, il n'y a pas que les relations internationales, il y a aussi quelque part des relations intersociales. Il y a aussi quelque part ce qu'il appelait, ce sont ces termes, une compénétration des sociétés qu'il faut comprendre et à laquelle il va falloir donner une dimension normative. » Eh bien, tous ces gens, historiens et juristes, s'inspiraient de ce qui est peut-être à l'essence même de notre pensée de l'international, la sociologie. Je voudrais là m'arrêter un moment sur le plus grand des sociologues français, ce géant de la pensée et de la science française, Émile Durkheim. Émile Durkheim, son ouvrage le plus fameux, mais il y en a tant d'autres, s'appelle « De la division du travail social ». Si vous ne savez pas quoi lire ce soir en rentrant chez vous, ben voilà une bonne lecture. Si c'est votre anniversaire la semaine prochaine, faites-vous donc offrir cet ouvrage aux presses universitaires de France. Alors, pourquoi Durkheim est-il intéressant? Pourquoi Durkheim est-il intéressant? Durkheim intervient à la fin du XIXe siècle en faisant face à un autre sociologue qui s'imposait l'autre côté du Rhin, en Allemagne, que vous connaissez, j'imagine, qui est Max Weber. Max Weber avait construit toute sa sociologie sur un concept important qui est celui de Macht. Macht, pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand, c'est-à-dire puissance. Et pour Weber, le social se construit par un effet de puissance, c'est-à-dire du contrainte que A exerce sur B. Ça vous dit quelque chose, la puissance? Revoilà Hobbes, revoilà la vieille tradition de l'international. Et Durkheim nous dit, non, attendez, le jeu social n'est pas fondé en puissance. La puissance, ce n'est qu'un attribut secondaire du jeu social. Le jeu social est fondé sur quelque chose de beaucoup plus important que la puissance, qui s'appelle l'intégration. Le jeu social est possible sans puissance
Il n'est pas possible sans intégration. Regardez notre amphi. S'il n'y avait pas un minimum d'intégration entre nous, ce cours ne serait pas possible. Et donc, Durkheim nous dit, après avoir lu Marx, attention, si on veut éviter la lutte des classes, si on veut éviter le conflit social généralisé, si on veut éviter l'émeute et la révolution, si on veut éviter la violence sociale, une seule solution, un minimum d'intégration sociale. Vous allez me dire, mais quel rapport avec l'international? Pour l'instant, aucun. Durkheim ne s'est jamais intéressé à l'international. Mais Durkheim avait des disciples dans le monde politique et dans le monde académique. Et dès la génération suivante, nombreux ont été ceux qui ont dit, mais ce que Durkheim dit pour les sociétés et pour les nations, pourquoi ce ne serait pas vrai à l'échelle internationale? Vous êtes-vous demandé si un système international serait possible sans un minimum d'intégration sociale internationale? Eh bien, cette question va donner naissance à quelque chose de tout à fait français, à une pensée de l'international tout à fait française, complètement laissée de côté aujourd'hui, qui s'appelle le solidarisme. Le solidarisme, c'est qui? C'est lui. Je salue M. Léon Bourgeois, président du Conseil sous la Troisième République, auteur de plusieurs ouvrages, dont Solidarité, et un très curieux ouvrage qu'il écrit en 1907, qui s'appelle « Pour la Société des Nations », en 1907. Qu'est-ce que c'est que pour la Société des Nations? Une série de conférences. Une série de conférences faites où? Ici, à Émile Boutmy. Il le dit, d'ailleurs. Et voilà, c'est une conférence que je fais, Émile Boutmy, rend hommage au directeur de Sciences Po de l'époque. Et Léon Bourgeois nous dit des choses étonnantes qui relèvent de la préscience. Léon Bourgeois nous dit, mais bientôt, l'instrument militaire, l'usage de la force, ça va être dépassé. Vous savez ce qu'il nous dit, Léon Bourgeois? Il nous dit, il va se constituer une opinion publique internationale avec laquelle il faudra compter. Vous vous rendez compte? Il dit ça en 1907. Et plus que ça, voilà que Léon Bourgeois nous dit, il y a un besoin naissant de solidarité sociale internationale. Et la grande idée de Léon Bourgeois, c'est de la promouvoir. Et il ne sera pas déçu lorsque sera créée en 1919 la Société des Nations. Il va en être, quoi donc? Le premier président. Alors que suivi d'un autre, qui sera aussi un de ses disciples, peut-être plus connu, mais hélas encore oublié aujourd'hui, Aristide Briand, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, sous la Troisième République, pendant l'entre-deux-guerres notamment. Grand artisan promoteur de la paix. Et autour de Bourgeois, autour de Briand, autour d'Albert Thomas, qui va créer en 1920 la fameuse Organisation internationale du travail, apparaît peu à peu, mesdames et messieurs, une nouvelle lecture de l'international reposant sur l'idée de solidarité sociale internationale, reposant sur le principe d'une intégration sociale internationale. Oh, les États ne disparaissent pas. Oh, les armées ne vont pas disparaître. Oh, les diplomates auront encore du travail. Mais l'enjeu dominant, c'est la construction d'un régime social international. C'est la construction d'une intégration sociale internationale minimale. Eh bien, deux choses. La première, c'est de vous montrer que cette école française qui se dessine ainsi, à travers Léon Bourgeois, à travers Aristide Briand, à travers Georges Sel, c'est une école qui va flatter la sociologie par rapport à la science politique. C'est une école qui va insister sur le poids des sociétés dans la vie internationale. C'est une école qui va annoncer que les États vont être peu à peu dépassés sur le plan mondial par les sociétés. Et c'est surtout une école qui va prêcher le multilatéralisme, mais contrairement à nos partenaires américains, Wilson, puis l'institutionnalisme libéral, c'est un multilatéralisme qui ne dérive pas de la construction d'une institution,
ou d'institutions internationales, mais qui dérive de la prise en compte d'un besoin social d'intégration mondiale. On ne part pas des institutions, on part des besoins sociaux internationaux. Ce que nous étudierons ensemble, besoin de sécurité alimentaire, besoin de sécurité sanitaire, besoin de sécurité environnementale, besoin de sécurité économique. Mesdames et messieurs, chaque année, 2,5 millions d'enfants meurent de diarrhée. La diarrhée infantile frappe 2,5 millions d'êtres humains par an. Soigner une diarrhée infantile, c'est 90 centimes d'euros. Solidarité sociale internationale. Solidarité sociale internationale. Ça, c'est l'approche française. Alors, aujourd'hui, l'approche française, elle se retrouve en quelque sorte à la croisée de ce travail des historiens, du très grand historien qui, hélas, aussi nous a quittés, Bernard Guenet, historien du Moyen-Âge, qui nous a appris à réinterroger l'État. L'État n'est pas un phénomène éternel, contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment. L'État est un moment de l'histoire. Et si ce moment de l'histoire nous renvoie à sa création à la fin du Moyen-Âge, c'est ce que le grand médiéviste Bernard Guenet nous disait, peut-être que cette histoire aura, sinon une fin, du moins des moments de transformation. L'État peut-il aujourd'hui prendre en charge la complexité du jeu mondial ? L'État est-il tout-puissant face à Internet ? L'État est-il tout-puissant face aux migrations ? L'État est-il tout-puissant face à la circulation des idées ? L'État est-il tout-puissant face à la gestion des biens communs de l'humanité ? L'État est-il tout-puissant face aux finances internationales ? Etc., etc. Réflexion d'histoire, réflexion de sociologie, on retrouve Raymond Aron, réflexion d'anthropologie, on retrouve Georges Ballandier. Autour de l'histoire, autour de la sociologie, autour de l'anthropologie, très peu autour de la puissance, très peu autour du politique.